euh, il ne faut pas passer sous la silence ou faire semblant de ne pas voir. Et en entrant effectivement sur une écriture, c'est bien inscrit clairement. Il s'agit d'un cimetière local qui était dans les siècles antérieurs, dans le prolongement de grands cimetières extraordinairement grandes, et Karacaahmet, mais ici seulement une parcelle qui est conservée. Et il y a quelques semaines, d'ailleurs, encore un immeuble élargissait ou rénovait ses arrières et jardins, et on offusquait les pierres tombales. Bon, donc c'est l'autre sortie. Ici, dans l'entrée principale, il y a un monument qui est très récent. C'est un cimetière des Ottomans, donc c'est le dernier Ottoman, on peut dire, pour ce monsieur qui s'appelle Kemal, et on le prétend qu'il est martyr, alors qu'il est tout simplement jugé et exécuté juste avant la fondation de la République, donc juste après la Première Guerre mondiale, là où les Ottomans étaient vaincus. Et dans ce Kemal Bey était fonctionnaire, donc plutôt gouvernant dans l'une des villes qui s'appelle Boğazlayan, dans l'est de la Turquie. Entre parenthèses, Boğazlayan veut dire clairement comme toponymie bizarre, mais qui existe encore, ce bourgade qui s'appelle, en traduction, coupe-gorge, quelque chose comme ça, ce qui coupe la gorge. Une traduction littérale. Eh bien, cette grande fonctionnaire, haute fonctionnaire d'État, un gouverneur de Boğazlayan, il était, comment on dit, je vais trouver le terme bureaucratique, mais il était envoyé, il n'était plus donc par un décret local une haute fonctionnaire d'État, et il était envoyé à se balader de Boğazlayan. Donc, parce qu'il était impliqué dans les événements de 1915, donc soit qu'il s'agit d'une déportation, soit des crimes contre les Arméniens uniquement. C'est parce que les Arméniens, vers la fin de la guerre, avaient fait les civils arméniens, leur parti politique sûrement, avaient fait une alliance avec les Russes, donc qui vont faire bientôt leur grande révolution de 1917. Et eux aussi, ils étaient dans l'insurrection. Mais un État systématique qui n'a pas pu donc étouffer cette insurrection, et apparemment, moi, j'avais envie uniquement traduire, vous en faire part, l'écriture de ces pierres tombales. Là, effectivement, il écrit très longuement, avec une volonté de prendre parti dans ce qui s'est passé. Donc, il était défonctionné, si vous voulez, Kemal Bey, et il était envoyé au capital, à Istanbul,
Et par les pressions, ce qu'il a écrit, j'ai traduit, oui, par la pression des États qui ont gagné la guerre, je crois, on les appelle les États d'alliance, je crois, avec leur pression, Kemal Bey était poussé vers un procès d'État, vu ce qu'il s'est passé et ce qu'il s'est impliqué dans ces événements massifs de massacre. Et le juge, il a demandé son retraite, ce qu'il a écrit, et on a trouvé un autre juge, selon l'écriture, un pseudo-juge. Eh bien, il a délibéré pour son grande peine capitale, pour sa peine capitale. Finalement, il est exécuté à Istanbul. D'après ce que j'ai entendu dans l'histoire, effectivement, c'est ce seul personnage qui est jugé et exécuté. Et qui était, parce qu'il était un gouverneur. Mais il y avait des militaires, apparemment, Talat Pacha, Cemal Pacha. Eux, ils sont exilés. D'abord à Malte. Et puis, Talat, il s'est sauvé vers Berlin. Là, c'est le vrai écrit dans l'écriture. Son destin, sa fin était encore plus tragique. Et il s'est fait assassiner, apparemment, à Berlin, soit dans la rue, soit dans son appartement. Et sans passer d'un procès. Donc, on l'a simplement envoyé à l'exil à Malte. Selon la tradition, on utilisait toujours soit Arabistan, soit Malte, soit Chypre, Égypte, Syrie, Yémen, ce sont des lieux d'exil. Comme Rimbaud, il se fait exiler volontairement à partir de Marseille vers Harare. Bon, retournons à l'écriture. Ce monsieur, après avoir exécuté, et le peuple, apparemment, selon ce qu'il a écrit, le peuple l'a enterré avec une cérémonie, ici même. Et apparemment, il y avait une grande effervescence pendant les cérémonies d'obsèques. Et il y avait un étudiant, parce que l'encart d'écriture, c'est une citation des paroles, donc oraison funèbre de cet étudiant, de médecin d'Istanbul, et qu'il était extrêmement en ferveur. Et il disait que maintenant on t'enterre ici, et dans ta tombe, il y aura des épis qui vont déchiqueter ceux qui t'ont exécuté. Voilà, c'était une sorte de conjuration. Nous salmons. Et c'est passé apparemment à la suite juste de 1915. Et après avoir une république fondée par l'Assemblée nationale de la nouvelle république turque, donc, a délibéré, je crois, il faut vérifier, mais en 1923 ou entre 23 ou 28, il a délibéré qu'il serait un martyr national. Donc, il est officialisé en tant que martyr. Voilà, son état était régularisé. Et l'effet, le procès et l'effet et l'exécution
Donc, supprimé par une délibération, c'est comme si c'était nul et non avenu, et il n'est plus coupable, il est considéré plus coupable, donc il est devenu une martyr nationale, et c'est ainsi qu'on l'expose dans une cimetière, quand même dans une métropole, c'est pas dans un coin de Bougat, et tout le monde passe. Et la spécialité de cette cimetière, c'est qu'il contient au moins 3 saints, entre guillemets. Dans l'islam, sainteté, on appelle Evliya, Cheikh, des grands fondateurs ou successeurs des lignées, des lignées qui viennent parfois, selon légende, du prophète lui-même. Peut-être ce n'est pas le cas ici, mais il y a, dont l'une appartient à une femme qui s'appelle, attendez, je suis juste là devant, non, Hafizeh Anna, la mère Hafizeh, date de naissance 1742, la mort 1805, je crois, si j'arrive bien à lire. Voilà. Est très respecté actuellement, depuis toujours, apparemment, sans interruption. Et dans la journée, je vois plusieurs personnes. C'est pas rare, il n'y a pas un grand peuplement, mais c'est uniquement pour ce personnage, Ezel Clay, la dame qui est ensevelie ici, très très respectée, et l'autre, Mahmoud Effendi, c'est juste à l'entrée, et donc même à partir de la rue, on peut prier pour sa tombe. Voilà l'état des choses ici. Donc c'est là mon interprétation, l'écriture est finie. Et ce monsieur qui était personne non grata, exécuté, et puis déculpabilisé, disons, juridiquement, au-delà de la juridiction, il jouit d'une certaine état d'exception ou d'un avantage de ces scènes. Son lieu est privilégié. Il est privilégié. Comme ça devrait être la dernière personne qui est ensevelie ici, parce qu'il n'y a même pas un seul stèle qui sera récent. Voyez, vous voyez. Je ne vois jamais quelqu'un qui prie pour cette martyre, entre guillemets, martyr national, alors que clairement il est déclaré et il y a un drapeau en plus tout neuf juste à côté de son mausolée et son grand stèle écriteau. C'est pas très ornementé et tout, c'est simple comme une simplicité républicaine, donc il n'y a aucune trace d'ottoman ou de religiosité, ça aussi il faut signaler. Il y a seulement un drapeau turc et il y a une marbre blanc de 2 mètres de long et sur lequel, avec les lettres d'or, tout ce que je vous avais relaté est inscrit. Voilà, notre histoire est juste là. Donc on passe sous silence, on fait comme si ça n'existe pas et on critique tout en ce qui concerne, y compris le changement d'alphabet arabe pour choisir l'alphabet latin pour écrire en Turquie moderne.
Et on ne touche pas à ces questions, on passe sous silence. Voilà. Donc, cet étudiant médecin longuement cité en faveur, non pas de la République, ils n'ont pas, même pas le nom de République. Donc le problème, c'est dans l'Assemblée nationale qui n'a pas fait le débat ouvert. Il a simplement il lui a rendu une lettre de noblesse. Voilà. Il était déchu de son office pendant les Ottomans, qu'il a jugé quand même sous la pression des États étrangers, contre lesquels on a fait une guerre et on a perdu. Non seulement la guerre, mais tout l'Empire a perdu et plusieurs terres est perdu. Voilà, notre histoire. Ça, c'est un trauma, comme on dit, une hémorragie sans plaie. Voilà. Alors, c'est pas pour faire de la littérature et en montrer comme un exemple, une sorte de dissymétrie respectueuse ou respectivement dissymétrique. Ce sont des briquets qui font le témoignage ici. Hubert Zeugung, sous lesquels, les briquets sous lesquels on écrit avec orthographe français des noms qui ne sont pas musulmans. Et on écrit Constantinopolis, Constantinople. Et voilà, on écrit briquerie en français. Donc ces briques-là surveillent et protègent les bordures de tombes. Et personne ne fait attention à ces briques un peu dispersées. Et on remplace avec les pierres soit sauvages, soit modernes. Et il y en a partout des briques anciennes qu'il fallait quand même protéger. Et voilà, ils sont des œils de Hubert Zeugung. Zeug comme non-vivant. Eh bien, j'ai lu l'écriteau, c'était le funéraire, Pierre Tombal. Là, il y avait le mot Nemout, Nabucodonosor, n'est-ce pas? Et on utilisait comme ça entre deux virgules, très bien écrit, correctement, comme pseudonyme de ce nouveau juge nommé pour le procès de M. Kemal Bey, le ex-gouverneur de Coupe-Gorge, une bourgade que je ne connais pas, mais dont le nom uniquement me donne frisson au dos. Mais mon propos n'est pas ça. Eh bien, je suis très sensible aux textures des choses, à des choses textuelles, soit peinture picturale, soit punctum musical, soit pictum pictural, soit j'ai verbaum comme verbatum et des versets, aphorismes, Maxime, c'est un peu moins. Surtout les proverbes. Proverbe veut dire ce qui vient avant le verbe, avant que le verbe soit consacré comme expression de
ce genre d'intrigue, intrigue, parabole, on dit oui, proverbe, pourquoi pas, si c'est verbal, on dit parabole. Si c'est figure géométrique, une lettre tout simplement des grandes, notre quoi, héritage national entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de nation. Ethnicité, oui, mais nous n'avons pas gardé intégrité, immunité ethnique quand il s'agit des Turcs modernes de la Turquie qu'on appelle la Turquie occidentale. Alors, Orhun, les monuments d'Orhun, puisque nous parlons aujourd'hui des monuments et non pas des documents, mais les monuments actuellement, comme ci-dessus, bien, sont bien documentés au sens où ils comment dirais-je, oui, il conquérit le domaine de la balle et qui ne se satisfait pas avec des anagrammes poétiques ou des sigles anagrammatiques et hiéroglyphes, encore moins d'une écriture de Tonyukuk. Voilà, le mot lâché. Apparemment, selon l'historien, notre premier alphabet était, selon ce témoignage, qui ne sont que de ces citelles, non pas funèbres ni tombales, mais comme acte de triomphe, quoi. Ce sont des écriteaux. Pour résumer l'histoire, surtout deux personnages. En l'occurrence, il s'appelait Tonyukuk et l'alphabet que connaissons comme première étape de plusieurs étapes de monuments successifs de Orhun en Asie centrale s'intitule comme le souverain Tonyukuk. Tonyukuk en turc actuel, à quoi ça correspond, ça je n'ai pas pensé, mais ça sent bien à l'oreille turc, poétique, et ça ne ressemble pas à un mot étranger, mais dont la signification est inconnue. Alors, comme j'avais dit, un moment, mais dans quel moment? Justement dans le moment où j'ai rencontré avec l'objet complément direct d'objet. Et en l'occurrence, donc, il s'agissait d'une bague pour les hommes, plutôt, et sous laquelle, c'était pas une pierre précieuse, sur laquelle c'était inscrit, si on transcrit en turc, mais faussement, il veut dire goutte, goutte, bonne, si vous voulez, bonté. Mais qui n'a rien à voir parce qu'il s'agit simplement d'une inscription, enfin une lettre d'alphabet, mais je crois qu'il y a 3 lettres. Donc il s'agit d'un mot dont la signification m'échappe complètement, mais ça ressemble tellement à l'alphabet latin qu'on peut prononcer en truc actuel selon l'orthographie en vigueur, littéralement, c'est-à-dire la bonté, le bon. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Rien, il faut rechercher et aboutir à un résultat significatif. Mais il s'agit des fétiches, c'est-à-dire des totems. Là, les mecs portent dans leurs doigts
cette bague, puisqu'il représente quelque chose de refoulé qu'on appelle Tonyukuk ou Ohun, c'est-à-dire, disons, proto-turc ou véritablement les premières Turcs dispersés en tribus qui sont en guerre entre eux, qui ont une conception de soins à la merci des Tengri, c'est-à-dire ils se divisent entre deux frères et après le père, après la mort de leur père, ils se divisent, ils fondent deux États séparés. C'est pour ça que nous aurons les Turcs hypothétiques, nous aurons une succession d'États innombrables, c'est comme les prophètes de l'Ancien Testament. Donc notre Holy Coran n'en cite que, à mon avis, 16, 17, quelque chose comme ça. Donc Job, Jacob, Abraham, Jésus, ça fait une alliance, une troisième alliance, comme je disais l'autre jour. C'est jamais prononcé, à mon avis, je n'ai jamais lu nulle part une troisième alliance. Mais pourquoi pas, si la révélation continue, alors il faut remonter aux sources et il faut dire, avant la première alliance, il y avait une moins 1, moins 2, moins 3, et ça va, régression à l'infini, et on va trouver notre vraiment cher proto-turc, selon la terminologie consacrée dans la historiographie. Alors, où voulait aller par là, où voulait, je vais régresser, j'ai déjà fait toute la scène, c'est-à-dire régression à l'infini. Aristote vu par les Turcs, où les Turcs, comment il va concevoir un premier moteur qui n'existe pas. Eh bien, on n'a pas... Bon, on fait dans notre littérature pas, enfin, bien sûr, entre guillemets, scientifique, c'est-à-dire sociologique ou théologique de second hand, ikinci yeni, et on utilise ce mot de Samavi, les religions célestes et les religions non pas des sources d'écriture. Mais quel rapport avec l'écriture et le ciel, ça, effectivement, les Göktürks n'avaient pas un Dieu révélé au sens de la religion céleste, mais ils avaient un seul Dieu, mais plein d'angélologie, donc médiatrice. Je suppose, dont l'un de ça peut être, bon, je ne sais pas, c'est un anachronisme de parler de Zulkarnain, alors que dans le Coran, selon les interprétations, on indique comme adresse la Chine, sous le nom de Yedut Medut, bien cité littéralement en courant et interprété comme la Chine. La Chine veut dire l'Asie en sa totalité, et dans son effervescence et dans ce tracé des voies de nomadisme, surtout le cheval. Bien développé, domestiqué, charnière, voilà, éperonné, bien bon, ficelé, qui est 1000 fois
effectif qu'un dromadaire qu'on appelle chameau. Je suppose. Hein. Il y a une autre accent de l'histoire, c'est métallurgie, donc forgeron. Ils étaient des forgerons pour domestiquer si bien le cheval. Le cheval domestiqué veut dire le cheval manipulé génétiquement dans sa racialité, dans son génome, et les Hittites aussi, en fait, dans leur guerre avec les Égyptiens, n'est-ce pas? Bien avant Jésus-Christ. Je dis 3000, vous dites 6000. Ça m'est égal après un certain nombre. Je peux compter que juste 3 ou 4, quatrième toujours absent, comme un mur absent est la scène, et à partir de laquelle, de cette colonne absent, que j'obtiens le droit d'en parler, de quoi que ce soit. Cette scène à l'italienne n'est pas tout à fait italien, c'est solérien. Et qui aura quelque chose avec tétragramme, c'est-à-dire graphisme qui fait que l'alphabet existe, la chose le plus énigmatique du monde, des mondes possibles, et je manque plusieurs lettres pour écrire. Voilà, le vif du sujet, c'est ça. Actuellement, depuis quelques jours, et depuis 2 mois, je manquais d'une simple lettre dans l'alphabet latin de G, que en français, si on ne met pas un U et E avec G, on prononce comment? Bon, voilà, il y a des règles de prononciation, mais notre alphabet est trop simplifié, dépourvu de toute historicité sédimentation, complexification, d'usage, convenance. Non, c'est fait à la table, justement par une commission, par une génie qui prendrait un mot, par exemple E, avec un O, avec tréma de la langue, de l'alphabet allemand qui n'existe pas en français. Et l'autre qui viendra de nulle part, peut-être un G avec une tréma également, un G avec une tréma. Etc. Il y a une U et il y a une I. Donc nous avons un éventail de voyelles plus large. Ce qui n'existe pas, c'est les E. E, ça existe en tant que E, avec une O, avec tréma, mais E, en français, effectivement, dans plusieurs mots en turc, ou dans les manières de dire, je dirais, söyleme, et nispatı dit söyleni, c'est-à-dire les manières de dire, tout simplement. Ou Sprache, c'est-à-dire zu sage. Sage, c'est la légende. Donc, dans la légende chrétienne, on a chronique nom hétérodoxe, on entend par la voix, par l'oreille, plusieurs sortes de E. La question est discutée
mais il n'y a qu'une seule E, c'est-à-dire E, ni avec un accent aigu, ni avec un accent grave, un seul, unique E dans notre alphabet, alors que dans l'usage de la parole, on constate deux sortes de et qui n'a pas entendu par l'initiateur fondateur de notre alphabet latin au choix. Effectivement, avant sa mort, on a discuté avec le philologue, mon ami intime, Alice Misolu, pendant le service militaire, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de plusieurs endroits de la Turquie pour faire avec nous ensemble notre service patriarcal. Là, on entendait, avec nos conversations dans nos temps libres, on entendait indéniablement des différents de E, c'est-à-dire E en turc, et on se disait que c'est lui, plus intelligent et plus spécialiste que moi en le domaine de la philologie, quand même, phonétique, c'est son domaine, c'est pas moi. Moi, je suis pensée, spéculation, etc., théâtre, etc. Lui, il m'a dit, tout en au milieu de la conversation avec les indigènes, c'est-à-dire les simples soldats qui sont de nos camarades, pendant que nous conversions, il m'a dit, voilà, j'ai constaté tout à l'heure que vraiment, en fait, en dehors de toute la spéculation théorique, il y a une E ouverte en turc et qu'on ne considère pas et qu'on corrige comme une faute, alors que ça existe. Et moi, j'ai accepté immédiatement sa théorie et sa constatation, parce qu'il y a au même moment que nous, les deux, comme observateurs supérieurs et hyper-témoignages Hubert et Zeukung, nous constations ensemble, à l'instant même, par la bouche d'autrui, qu'il y avait des autres sortes de prononciations de E pour certains mots et que notre alphabet n'en rendait pas compte. Notre orthographe ignorait et corrigeait comme faute. Alors qu'il ne peut pas y avoir une faute. C'était une vérité indéniable qui était découverte. Donc, dans notre recherche sémantique sur le champ, c'est-à-dire nous n'avons pas fait cette découverte dans notre maison, ni à Paris, ni à Istanbul, mais sur le champ, c'est-à-dire en Anatolie, là où on parle toutes sortes de turcs, langue turque. Et pour citer un nom que, quand même, je ne peux pas oublier, Ahmet Erhan était là avec une douzaine d'autres soldats comme camarades que nous ne connaissons pas, ni l'un ni l'autre, mais Ahmet Erhan, un grand poète quand même, nous connaissions par ses écrits, et il était comme ça avec son kaki vert blanchi sous le soleil, comme nous. Avec le même uniforme, avec les mêmes habits, avec le même coupe de cheveux, avec la même manière de marcher, et voilà, en Mitterrand nous a souri. Voilà un vrai cas d'Archimède. Raconté par la vue de la phénoménologie de bassesse, si on veut, sous-bassement ontologico-phonétique, vu du côté de
ménonisation de la voix avant que ça devienne un indicateur, c'est-à-dire un monstre Zeichen, au sens de voilà, au sens de indicateur. Avant que ça devienne une bétail tout, ça n'a rien à voir avec bétail tout, ce sont des zeug, c'est-à-dire ustensiles qui est un peu attrapé dans les gosiers, pour dire hexis, habitude phonétique, mais Aristote ne disait pas ça. Il disait qu'en fait, la voix est la chose la plus proche, bien qu'elle est sensible, c'est-à-dire qui n'est pas idéale. Donc, c'est pas un noésis, c'est pas un dionia, la voix phonée, mais garde une similitude intime avec les vibrations de l'âme, c'est-à-dire oscillation, vibration véritable de l'âme, fusil, c'est-à-dire respiration, aspiration, encore la même chose, c'est-à-dire souffle, souffle. Moi, je peux prononcer. Je n'ai jamais compris une H expire. On m'explique en français pourquoi il y a deux H. Mais on n'explique pas en expliquant. On dit que tu sais qu'en grec il y a deux H, c'est pour ça. C'est pas une explication. Les Français ne sont pas des Grecs. J'ai crié comme ça dans mon bureau face à Naomi Bachel qui me répondait comme une tautologie qui n'explique rien. Pourquoi je n'arrive pas à me repérer? Je ne suis pas obligé quand même de connaître toute l'orthographie et le méandre de la langue grecque pour parler correctement français. Je me demande, c'est dans quel H que je devrais mettre une L apostrophe et dans quel H que je devrais me contenter d'une le, la, une, bon, voilà. Pour vous, c'est facile, mais pour nous, l'huile. Moi, ça, je connais l'huile. Mais dans mon nom propre, il y a une H et j'ai déclaré en France, par un décret simple de la part de moi, qu'on ne prononcerait pas parce que c'est la dernière lettre de mon prénom et on ne prononce pas. C'est une H muette. C'est moi qui ai déclaré, alors que ça se prononce bien sûr. Parce que c'est pas en turc d'ailleurs. Mon prénom, comme la plupart des noms des Français, des Allemands et des Italiens, même, ne sont pas des noms ethniques de leur nation, mais ce sont francisés, italianisés, germanisés. La plupart du temps, c'est biblique, donc de Mésopotamie du côté de Syrie, Liban. Toby, voilà, je crois que ça existe. Enfin, en France, ça existe des noms très bizarres qui sont disparus. Apparemment, selon mes observations. J'aime bien, enfin, je ne connais pas quelqu'un qui s'appelle Aristadis, ou quelque chose comme ça, parce qu'il est trop grec. Bon, entre nous, à Paris, pendant que j'étais étudiant, travailleur à Paris, effectivement, il me manquait d'aliments turcs. Et entre mes deux anniversaires, donc pour fêter, je cherchais des aliments turcs pour fêter dans ma chambre de bonne, mes deux anniversaires elliptiques. Alors, j'allais
régulièrement, donc une fois ou deux fois par an, dans une épicier qui est digne de ce nom, non pas arabe, mais grec, parce que seulement un riz de basmati ne se trouvait que correctement dans une grosserie, au sens propre du terme, non pas une market du coin, une grosserie comme possédait mon père et mon grand-père. Justement, pour sentir avant la fête, parce qu'il s'agit de fête de Noël et de fête Nouvel An, parce que officieusement, je suis né avec Christ la même date et officieusement, mais en vrai, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Je ne donne pas des informations quand même. Eh bien, le riz de basmati, nous connaissons que c'est une mort turque, mais les Grecs utilisent également à la lettre, tout en restant fidèles à la langue turque. Peut-être que les Arméniens aussi utilisent le même mot parce qu'il s'agit d'un riz local. Le mot basmatiyan, spécifiquement arménien, mais qui garde quand même un grand mot turc qui est arménisé. Avec beaucoup de noms, non pas prénoms, mais noms d'Arménie, d'origine d'Anatolie, soit qu'il vit aux États-Unis, soit qu'il vit en France, c'est toujours lié à soit une toponymie qui se trouve en Anatolie, turquisée, turc, non pas grec, soit à leur métier. Voilà. Histoire drôle du langage. Que ma santé passablement était bien et qui va de plus en plus pire ou c'est pas satisfaisant suite au traitement. Je suis un peu démoralisé, mais comme je suis très actif dans la vie, je délègue à penser à ceci, c'est-à-dire ma santé à moi, et aux autres de ma famille, seul luxe que je peux assouvir en vivant à Constantinople, parce que toute ma vie, telle qu'il reste en vie, se trouve ici. Donc je ne suis pas seul, je suis très soutenu, soi-disant, par procuration, c'est-à-dire à distance, bien sûr, agir à distance. Plus que possible dans notre époque, n'est-ce pas, suivant la théorie d'évolution de grands penseurs Bernard Stiegler. Non, pas Bernard Henri Lévitique, ni Luc Ferry, qui est encore pire, troisième, quatrième degré inférieur que Bertrand Russell. Voilà. On se contente même d'une Georges Canguilhem qui cite Claude Bernard, voilà, grande époque, qui devrait influencer quand même une certaine Michel Foucault dans ses devoirs d'économie supérieure. Mais mon propos, c'est ma fatigue, trop actif.
fastidieux. Demain, ce sera sûrement Satyricon ou des Camerons des femmes, des choses, oui, Rabelais, Pantagruel. Et aujourd'hui, c'était plutôt Montaigne. Les essais, Montaigne qui parle de Boétie, consolation philosophique. Ah, il parle d'une poésie sous le chapitre de l'amitié, très discuté, n'est-ce pas? L'amitié, oh, ami, il n'a pas d'amis. Et une citation d'un pseudo-Aristote, qui est celui-là qui ose parler de telle sorte de l'amitié. Alors, il dit dans une autre en bas de page, bon, c'est très promettant pour faire une peinture, dessiner ce produit de l'imagination. Le buste, c'est complètement féminine, avec les seins et tout. Le reste, c'est une queue de poisson, mais ça excite l'imagination. Et comme Boétie, effectivement, quand il était, c'est la question de l'âge toujours, il était à peine 16 ans, 16 ans, voilà. Consolation philosophique, Boétie, c'est sur ma table pour le demain. Alors, la question d'aujourd'hui, je n'ai pas dépoussiéré mes livres volontairement, mais j'étais obligé pour faire un film, pour compléter une phrase, une insinuation, une allusion, un renvoi, une connotation. On cherchait à la maison, comme fou, c'est la sainte totale de la confession de Saint Augustin, le chapitre 7 ou 12, j'en sais rien, mais il courait dans la maison en fait. Il cherchait une réponse, il cherchait ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. C'est le sublime en acte. C'est le scène de théâtre écrit par le même, donc mise en abîme, il s'expose dans une quatrième mur qui n'est qu'une surface d'une feuille. Et avec l'encre, il fonde le christianisme catholique. Alors, moi je ne fonde rien du tout, sauf moi-même, et on m'accuse, c'est-à-dire par une roi, comme une rolcade, au sens de Alain René ou de Marguerite Duras, un théoricien théorétisé dans le cahier du cinéma. Et bien, après, par bien sûr les mots et les choses de Michel Foucault, et puis par Gilles Deleuze, disjonction de la voix ou du son et de l'image dans les deux volumes, surtout dans le deuxième volume du livre sur le cinéma de Gilles Deleuze. Cette histoire de temporalité dans le cinéma, etc. Eh bien, temporairement, j'ai pas une minute pour gratter ma tête chevelue encore. Je suis beau garçon, je suis sage, je suis bon chic, bon genre, je suis ouvert, etc. Mais quelque chose a tombé sur mes épaules et c'est seulement cet appel me concerne uniquement à moi et donc je suis obligé d'en témoigner. Je ne peux pas faire autrement. C'est pas ça que mes jours sont comptés, je suis un mourant, agonisant, tout ça c'est vrai, mais même à 3 ans, c'était vrai la même chose ontologiquement, n'est-ce pas, comme démontré par Heidegger.
dans ces analytiques de mortalité de Darwin, et encore plus raffinement par Serge Leclerc, n'est-ce pas? On tue un enfant. C'est le titre d'un livre de Serge Leclerc, grand psychanalyste, penseur de notre époque, qu'on oublie. Eh bien, deuxième penseur, ça devrait être René Chérel. Oui, j'ai cherché tous les livres de René Chérel pour en rendre un hommage, parce que c'est d'abord mon directeur de thèse, mais au-delà, c'est non pas mon directeur de conscience, mais une hospitalité, une générosité dans la manière d'effectuer son métier de professoral dans une institution, sa médiation unique dans une institution étatique, donc dans une université publique qu'on appelle à l'époque 25 qui est devenue Saint-Denis, cette continuité assurée d'une génération comme il a vécu jusqu'à presque 100 ans, comme Maurice Blanchot. Et en plus, son frère est une grande cinéaste qui a changé. Pourquoi? Je ne sais pas. Et moi aussi, j'ai changé mon nom. Et il a pris une très noble pseudonyme. Monsieur, je ne citerai pas son nom, mais grand cinéaste français de grand public, son frère. Bon, donc je voulais étaler en vision tous les livres qui m'ont offert finalement, personnellement, les livres de René Chérel sur Zeus hospitalière, hospitalité en pluriel, et Coïr. Il devait y avoir des autres livres, surtout quand même un livre épuisé. La traduction avec Arion Kelkel, n'est-ce pas, René Chérel, c'est dans le corpus français de la phénoménologie. C'est le traducteur, l'un des traducteurs, co-traducteur de recherche logique de Edmund Husserl, quand même. Je ne suis pas un bidon. Eh oui, je suis un très bon logicien, en ce sens-là, de logique transcendantale et non pas logique symbolique. Moi, je cherche des symboles ailleurs, du côté plutôt de, pourquoi pas, ce formidable livre, je vais un symbole. Oh là là, il est un allemand dont la traduction anglaise existe dans mon bibliothèque, et aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de dépoussiérer. Ce sont des grands herménéticiens, herménétiques. Voilà, Herménète, pardon. Cette citation de Heidegger commentant le livre Theta de métaphysique d'Aristote, sur synonyme et homonyme, pourquoi être n'aura pas une génose qui ne sera pas placée sous une génose. Oh là là, oh là là. Aujourd'hui, je parle uniquement d'aujourd'hui, non pas de mes connaissances antérieures. C'était haletant, époustouflant, rien n'a achevé, mais uniquement pour faire un film qui soit à peu près cohérent, parce que sinon ça va dégringoler. Et j'ai dû traverser moitié de ma vie
dans une seule matinée, avec un sommeil quand même correct, mais oui, ça suffit pour moi, eh bien, il faut aller à manger quelque chose, il faut prendre de l'air. Je sais mes limites au sens de biogonie. Je sais me débrouiller avec ma maladie. Hier, j'ai découvert bien sûr Alphonse Daudet avec cet style d'écriture qui connaît tout, mais il s'exprime avec une exquis raccourci, ciblé avec l'expression consacrée, soit idiome local, donc hey pardi, hey pardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai entendu dans ma vie presque jamais cette expression, mais je connais réparti pour, si j'étais obligé de traduire en turc un jour, qu'est-ce que je peux dire? Hey, orada dur bakalım. Özür dilerim, affedersin. Voilà, un arabe qui parle face, quelqu'un qui vient de, je dirais, Carcassonne, c'est pas ça. Quelqu'un qui est devenu, d'un jour à lendemain, par la force des choses héraldiques dans son bourgade, comme coupe-gorge de monsieur le gouverneur Kemal Bey qui est exécuté par la peine capitale. Et lui, il avait une destinée autre, ce monsieur de Tarascon. Et il se sentait comme une barbare de Tatar. Et donc il était obligé de sortir finalement à force de choses. Citation de Simone de Beauvoir. À force de sortir de son bourgade et aller à la conquête, à une véritable chasse d'un lion. Mais le problème, c'est qu'en Algérie, dans la rue étroite, en pente, labyrinthique, il n'y avait pas de lion. Donc, comme moi, il est un chasseur. Voilà. Une identification, une catharsis, une emphasis, une Einfühlung s'est réalisée immédiatement, comme je lisais l'un de mes romans préférés de Mark Twain, dans mon enfance. Enfin, ces trêves de plaisanterie et de trêves de se conjurer, injurier au sort, de ne pas avoir lu encore plus tôt auparavant les œuvres de Alphonse Daudet. Alors, je me suis attablé dans une rapide lecture dans l'univers fantastique que je situerai quand même en tant que littérateur dans la veine de Chateaubriand, encore plus brillant. Mais Flaubert aussi, il a essayé la même chose avec son Salammbô. Qu'est-ce que je fais? Enfin, comment c'est commencé toute cette frénétique production de films? C'est avec une lecture quand même de Balzac, non, n'est-ce pas? Mais une vraie lecture finalement que j'avais oubliée, j'avais laissé à moitié, n'est-ce pas? Il s'agissait de ça, raison, oui. En utilisant l'occasion
occasion, c'est-à-dire prétexte de théorie de Roland Barthes, SZ. Et je ne suis pas encore arrivé à Z. Là, ça sera un véritable final époustouflant, parce que Z, c'est le complet. Ça va compléter cadre quadruple, racine quadruple de tout ce structuralisme que j'ai reçu dans ma thèse, pendant ma thèse. Eh bien, j'ai vécu dans une sonorité, dans la proximité de Val-de-Grâce, de la part de psychologue, cantor. Z vient directement par une sonorité incessable, parfois très lassant, avec lequel j'ai appris à vivre dans un très petit espace, comme dans une tonneau de Diogène. Voilà. Je connais pas la musique, mais je pianote à l'occasion, surtout dans la salle rotande de l'école normale supérieure, quand il n'y avait personne, je peux être un compositeur, voilà, fantastique, sans audience, bien sûr. Si c'est assuré, je suis fantastique. Ce qu'on appelle libre jeu de l'imagination, mais c'est un peu faible comme appellation. Bon, Daudet, Arabie, Algérie, et là, vers la fin du livre, Tatarine de Tarascon, et je suis tombé sous le mot, sous une toponymie, Tombouctou. Là, effectivement, j'étais à terre parce que il y a 4 ans, pendant ma grave maladie de traitement, j'écrivais un roman, malgré moi, qui passe à Tombouctou. Voilà, salut Chateaubriand, salut les orientalistes, Watan, Edward Said, bienvenue Bernard Stiegler, hello, au revoir, je vous salue, tous les esprits, tous les spectres qui n'existent plus, au revoir, il y a du vent, je le chantais. On est en planète descendant. Donc, première hérésie, je dirais, de savoir rester. C'est difficile, mais essayer de rester hétéroclite, non pas porte-body, mais de montage vous guiderait, montage le plus bas des mots technique, mais c'est comme monter une boîte dans le bas français. Et c'est ça la fameuse de la bassesse, histoire du capitalisme dans lequel nous vivons tous les jours, économie libidinale bien sûr, c'est-à-dire que bassesse passe partout. Bassesse, c'est notre noblesse, l'être de noblesse, c'est notre acception au monde, c'est notre statut miroir, et dès que un bébé humain, c'est-à-dire un garçon, une fille de 16 ans, se voit dans le miroir, au sens lacanien du terme,
eh bien moi, je suis constitué en tant qu'une capitaliste. J'ai décidé d'être etc. X. Non pas transcendantal, mais un X. C'est-à-dire je serai un uncount object flying in Harlem. Qu'est-ce qu'il y a encore de quartier Queen, des bars, enfin downtown, c'est ça, c'est downtown, bien que ça change la signification que je ne maîtrise pas l'américain, mais c'est ça. Eh bien, économie libidinale, le livre, le titre d'un grand livre choquant de Jean-François Lyotard et qui a un livre posthume sur confession, non pas sur, mais dans confession à la manière de Saint-Augustin, dont l'enfant, on ne sait pas le genre, selon lui dire parisien, et non pas confisqué, mais délégué, relégué, je ne sais pas, adopté, non, je ne crois pas. Ça n'est, c'est ma théorie. Adoption, c'est quelque chose d'impérial, souverain, mais quelque chose d'autre qui s'est passé, qui devrait être très, très précieux, intime, que je respecte et je garde le secret, dont j'ignore le contenu. Donc, j'adore. Et j'ai appris quand même mes premiers cours sur Heidegger de ce grand monsieur qui a eu la gentillesse, malgré qu'il ne se déplace pas à l'étranger, surtout en temps de guerre, concernant les conflits ouest, qui est très au fait des choses, monsieur Rogozinski, mon professeur, jeune assistant, disons, un maître de conférence, qui m'a appris Heidegger d'une manière, enfin d'une clarté, d'une succincte, et qui touche au fond, bien sûr, tout en donnant généreusement toute la terminologie. Mais ce sont des premiers coups qui m'ont encouragé, bien sûr, dans le domaine, parce que, comme chaque gauchiste, j'avais des blocages envers la philosophie de Heidegger. Et tout le monde est fasciné, mais étaient fascinés, mais devraient en rendre compte. Et j'ai lu aussi, uniquement par sa traduction en anglais, dernière de Beitrage, je crois. Bon. Je ne sais pas si c'est traduit entièrement comme livre en français. Bon. Ma grande chance était aussi mon malheur concernant mes relations difficiles avec les maisons d'édition qui commentent des traductions qui ne publient pas. D'abord, il n'y a peu de crédit. Deuxièmement, encore plus pire parce que c'est trop personnel et presque diabolique rapport avec ce monsieur qui dirige actuellement, apparemment selon les dires, et les éditions d'Alpha en Turquie qui publient tout, c'est-à-dire n'importe quoi, et bien sûr entre eux des choses sûrement très précieuses,
Donc, c'est ça le sens du capitalisme compris par un cerveau, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une crevette au sens heideggerien que j'ai cité ce matin dans mon film. En parlant de lettres, il parle de crevette. Bon, crevette. Voilà. J'ai cité son nom, Mustapha Kupichol, j'espère. Et l'autre, beaucoup plus retenu, pendant des années, j'ai travaillé dans sa maison, pour sa maison d'édition, tout en faisant mon approfondissement en le domaine de l'enseignement. Omar Farouk, il est très retenu, il est très modeste, il a une amie suivie, voilà. Bon, je suis tombé aujourd'hui sur le manuscrit, non pas manuscrit, mais le draft de ma traduction, qui a souffert beaucoup à cause de l'édition de Kabbalah, dont le directeur était Mustapha Kupichoğlu. Je n'ai jamais vécu une telle torture psychologique, intellectuelle. C'est une malhonnêteté savante, mais une malveillance totale qui a complètement déformé mes corrections d'abord, c'est-à-dire ma tâche de rédacteur. Pour s'intervenir dans son absence de connaissance de la langue française à travers les traductions reconnues en américain d'un livre de Derrida, un triptyque intitulé trois essais. Oui, Passion, sauf le nom, et Cora. Donc je suis tombé, enfin je ne peux pas repérer tout dans la même journée, dans la même matinée, époustouflant, mais quand j'ai trouvé des pièces à conviction, je les publié. Mais personne ne comprendra la différence. Il y a 2 pages, à droite, ma traduction initiale, qui peut être bien sûr améliorée, mais à gauche, c'est la traduction avec l'intervention de Mustapha Kupichoğlu et non pas traducteur initial qui est Didem Eryar, je suppose son nom, comme j'ai traduit de part en part, de nouveau de la chef au lieu de faire une tâche de rédaction qui était impossible. Il fallait retraduire tout simplement la traduction de Didem Eryar, si je ne fais pas une faute dans la prononciation de son nom. Et même Mustapha Kupichoğlu, en m'attendant, en me faire attendant, donc en faisant différer l'édition de ce livre, publication, pendant 4 ou 5 ans, peut-être 6 ans. Il s'agit des années qui commence en 1999 et qui finit vers 2004 ou 2005. Hein. Donc c'est un silence total, un sommeil total, là où il y a plusieurs changements de souveraineté, modèle, constitution, etc. Voilà. Personne ne s'intéressait pas à ce qu'il disait en vrai, Derrida, alors que... Et Zeynep Direk,
c'est-à-dire sa femme légale de Mustafa Küpüşoğlu. Il m'a dit que voilà, tu as vu, mon mari, il était comme ça et je l'ai divorcé. À peu près cette phrase. Je n'ai pas répondu, mais j'ai simplement souffert d'un manque de bienveillance. Les idées, en ce qui concerne la traduction, révélant ou pas, ça se peut discuter, surtout en ce qui concerne notre langage. Mon bagage de turc, c'est extrêmement différent. Mon lexique en turc, en langue turque, ne peut être comparé à quelqu'un comme Mustafa Küpüşoğlu. Mais ce qui est important, c'est ce que aura voulu dire exactement M. Derrida et ce que le lecteur actuel turc aura pu comprendre d'une manière encore plus facile, selon, bien sûr, une prise, un risque pris de la part du traducteur, surtout à condition qu'il occupe les notes en bas de page. Et tout est effacé. Et j'ai publié ce matin. Voilà. Mon intervention, c'est suffisant. Il y a des pages comme ça, mais effectivement, il faut envoyer mes salutations à la maison d'édition Barlam qui a traduit ça sans demander un remboursement d'argent et sans me donner d'un salaire, donc gratuitement par une grâce et sans toucher un mot. L'autre traduction de Derrida intitulée Deux traductions. L'un article énorme qui fait un livre en France, mais qui reste chez nous comme un article séparé de Derrida qui s'intitulait Foi et savoir dans les limites de toute la région, dans les limites de cette région. Bon, ça, toutes mes notes d'en bas de page n'étaient appréciées que par certains théologues de l'université d'Istanbul, je crois, Alpiyagül, que j'ai eu la connaissance plusieurs années après. Et l'autre traduction dans le même volume d'une revue, c'est pas un livre, Économimesis, l'article, à mon avis, fondamental en ce qui concerne la compréhension de la philosophie, mécanisme de réflexion de Kant, interprété par Derrida. Cet article était fondamental. Je crois que c'était conseillé à moi par M. Enes Özer, mon prof. Et ça, bien sûr, sans aucun problème. C'est ça que j'envoie à la fois mes salutations à la maison d'édition Barlam, surtout à ces deux jolies madames avec lesquelles j'ai passé des moments, c'est-à-dire un commerce intellectuel et familial chaleureux pendant mes allers-retours. Et c'est publié
1999 dans le revue Toplum Bilim. C'est ça mon histoire. Voilà, l'article dont il est question, c'était refusé, délaissé par maison d'édition d'une grande banque financière, intitulée en Turquie, mondialement connue, il n'y a pas de crédit bancaire, la banque, il n'y a pas de crédit. Qui avait publié grâce à son directeur de maison d'édition momentanée, et n'est-ce pas tout, mon premier livre était en 1983, était publié là, presque dans le même mois que le livre de Gilles Deleuze, intitulé « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et c'est épuisé immédiatement, bien sûr. Et c'était le moment où je faisais mon service militaire payant en Turquie, tout en séjournant à Paris. C'était un bon temps, mais c'était le temps où on assassinait les grands journalistes, pas n'importe quel, mais Uğur Mumcu, les grands événements sanglants de, comment on dit, comme la nuit de Barthélemy à Sivas, c'est ça, contre les Alévites. C'était toujours la même, à peu près les mêmes années. Sivas, les événements de Sivas, c'est-à-dire, comment on dit, voilà, l'incendie d'un hôtel dans lequel Aziz Nesin et plusieurs écrivains étaient exposés au feu, allumés par des gens qui auraient devenu postérieurement président, le chef d'une parti politique islamiste, comme, voilà. Ils ont des coupables et qui sont des responsabilisés par certaines manigances, par certaines manœuvres politiques qui me dépassent, mais ça nous a changé tout le panorama, soit du pays, soit de toute région. Voilà. C'est pas une biagonie, ça dépasse. C'est pas une simple géophilosophie, ça dépasse tout ça. Alors, Schlecht, interprété par Friedrich Nietzsche, et Geschlecht. Geschlecht a un rapport, malheureusement. Le simple, l'ordinaire et oui, tout un catalogue de, je ne dirais pas, en langue juridique, les crimes catalogués, c'est facile à catégoriser, mais distinguer Schlecht, qui veut dire simple, qui aura quelque chose à voir avec ce mystérieux transformation en langue française, juste une réversibilité parfaite de bonhomme, bonhomie, non pas bonhomie, bonhomme est un homme de bon.
un homme de bien, bourgeois, acceptable, et un bonhomme, un simple schlecht. Et qui représente comme l'exemple dernier d'un genre qui est le sien et qui est l'homme. L'homme, c'est avec article défini, l'homme dans son entièreté, en tant qu'un exemple sous-espèce. Voilà ce qu'on descend jusqu'à dans la Bassaise, dans une fameuse gîte, si vous voulez, de purgatoire ou de purge, pure, la raison pure ou raison blanche, simple raison, dans la limite de la simple raison, un paragon, sans paragon, c'est-à-dire le tableau même, sans scène, un quatrième mur enlevé et on voit en toute transparence schlecht, geschlecht, blanc bonnet blanc, un homme de bien, un homme honnête homme, honesty homini, honesty, honesty, c'est ça. L'énigme, pas tout à fait uniquement occidental, mais là l'Occident en a fait une balançoire à se balancer, à se balader dans la balançoire. Oui, c'est équilibre, équivalence, adéquation, une certaine consolation, finalement une compensation. Au lieu de penser, compenser. Oui, récompense. Ça marche bien. Adieu Mirza, adieu Ali Bilgin, adieu Taceddin Ertuğrul, adieu Can Batıkan, adieu Zeynep Direk, adieu son seigneur Mustafa Küpüşoğlu et son deuxième seigneur dont j'ai oublié le nom, le Hacivat Karagöz. Bon, tout ça, c'est notre cercle élargi, bien sûr, d'amitié, comme montre bien le film extraordinaire de Helena Milankovic dans le cinéma expérimental. Voilà, notre cercle élargi, non pas de l'hermétique, mais de l'amitié. C'est ça, le titre d'un film expérimental. Cercle élargi de mes amitiés, signé par une autographe, Helena Milankovic. Hélène, parce que c'est francisé. Elle n'est plus yougoslave, elle est française. Et mon ami, elle était mon ami, comme l'autre coréen, sur laquelle je tant plaidoyer. Mais c'est vraiment bizarre que j'oublie son nom, son prénom. Ohio, bien sûr. Ohio. Salut, Ohio.